Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Près de 700 millions de personnes sont en situation d'extrême pauvreté dans le monde. Si des choses sont mises en place pour venir en aide à ces populations touchées, les choses ne bougent pas assez vite et de milliers de personnes meurent chaque jour. En France, une plateforme de réflexion tente de combattre tous ces problèmes. Il s'agit de Convergence. Je reçois Fanny Rousset. Fanny, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice exécutive de Convergence, une plateforme de réflexion lancée en 2008 qui promeut les objectifs de développement durable et la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les changements climatiques dans le monde entier. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Convergence ? Avec plaisir. Donc Convergence, on a une plateforme de réflexion et de mobilisation, c'est-à-dire qu'on va rassembler des professionnels des secteurs privés, publics, mais aussi associatifs, autour des thématiques de transition écologique et de justice sociale, afin que déjà ils dressent un petit peu un constat des situations, en France et également à l'international, mais qu'au-delà de ça, ils, d'une voix collective, proposent des outils, des méthodologies, identifient des solutions pour faire face à tous ces enjeux-là. On entend beaucoup les termes de pauvreté et de précarité, mais ils ne désignent pas la même chose. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre pauvreté et du coup précarité ? Alors, la pauvreté, c'est un indice qui a été établi au niveau international. C'est le montant monétaire à partir duquel on considère que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour vivre de manière décente. C'est ce qu'on va appeler le seuil de pauvreté. On considère que à l'échelle mondiale, il y a plus de... je crois que c'est 1,5 milliard de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il est situé à un peu plus de $2 par jour. Quand on a un peu plus de $2 par jour, c'est pas qu'on est plus pauvre, mais on peut être précaire. C'est-à-dire qu'on dépasse ce seuil-là, mais que néanmoins, on a toujours des difficultés d'accès à des opportunités économiques, à l'accès aux services essentiels comme l'eau potable, l'énergie, l'éducation ou simplement l'alimentation. En Île-de-France, par exemple, le seuil de pauvreté, ça représente 15,5% de la population. Et les 85% restants ne sont pas des personnes qui vivent nécessairement dans des conditions de vie décentes et leur permettant à tous d'accéder à des conditions économiques suffisantes. Se dire pauvre est un mot qui, de nos jours, est un peu utilisé à tort et à travers. On caractérise souvent le fait que les gens sont riches comparé à nous, quand on n'a pas des gros moyens. Concrètement, comment on définit être pauvre, le terme d'être pauvre ? Alors, comme je dis, il y a cet indicateur-là, le seuil de pauvreté, et ça va se définir par est-ce qu'on a la capacité d'avoir accès d'abord aux services essentiels, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, la capacité de se déplacer pour pouvoir accéder à un travail économique et de se loger, bien évidemment. Et c'est là où se joue, comme vous le disiez tout à l'heure, la différence entre la pauvreté et la précarité. Être riche, pareil, il y a finalement une proportion assez fine de la population qu'on définit comme étant riche à l'échelle mondiale. C'est moins de 10% de la population mondiale qui sont considérés comme étant riches. Néanmoins, les 10% les plus riches détiennent plus de 80% des richesses mondiales. Aujourd'hui, comme j'ai dit un peu plus au début de l'interview, il y a près de 700 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté dans le monde, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, vivant avec moins de $2,15 par jour. Ce sont des chiffres énormes, mais qui résultent de quoi ? Alors, les causes sont multiples. On peut déjà expliquer ça par le système même de développement économique de notre société à l'échelle vraiment mondiale, où les richesses sont très, très concentrées sur une petite partie de la population et sur une petite géographie. Donc, principalement, ça va être les pays occidentaux, au détriment de tout le reste de la population qui, pourtant, produit énormément de richesses. Que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau des ressources comme les minerais, le pétrole. Et donc, il y a une répartition très inégale entre les ressources et les richesses qu'elles produisent. Et le système actuel économique repose complètement sur cette dichotomie-là. Ces problèmes que vous venez de nous dire, est-ce que c'est des problèmes qui viennent des politiques des pays ? Souvent, ce sont des pays, par exemple pour les pays d'Afrique, qui sont très riches en minerais, en ressources naturelles, mais au final ne peuvent pas les exploiter et se font exploiter par d'autres grands pays. Oui, bien sûr. À quoi c'est dû ? Je pense qu'il y a un héritage un petit peu quand on parle donc, du coup de la dichotomie Afrique et Europe et notamment de la France.
Il y a un héritage, un modèle de développement de l'Europe et de l'Afrique qui s'est basé sur l'exploitation de ces ressources, dont il faut sortir. Il y a tout un discours pour expliquer que ça a contribué au développement du continent africain. Ça a certainement été le cas à un moment donné. Néanmoins, c'est déjà plus la volonté des populations qui se rendent compte, qui savent qu'elles ont toutes les ressources nécessaires et qui veulent pouvoir les exploiter de manière locale, leur récolter les richesses. Donc oui, c'est clairement, à mon sens, le résultat d'un héritage et de politiques nationales et internationales qui sont plus du tout adoptées à la manière dont le monde se présente aujourd'hui. C'est toujours une question financière ou d'autres facteurs entrent en jeu pour combattre la pauvreté? D'autres facteurs entrent en jeu. En fait, c'est ce qu'on va appeler, ce sont des enjeux multidimensionnels. Il y a les dimensions financières, il y a des instabilités politiques qui interviennent aussi, il y a les dérèglements climatiques aussi qui vont causer des migrations climatiques. Donc, c'est pour ça que nous, avec ce message du 3-0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, qu'on porte à Convergence, il s'agit vraiment de dire que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont vraiment à considérer de manière conjointe, de manière intégrée, et vraiment pas de manière isolée. Y a-t-il des grosses différences entre le monde rural et le monde urbain dans ces luttes contre la pauvreté? Oui, il y a des grosses différences, pas à nouveau dans la capacité à produire de la richesse, parce qu'on sait que c'est le monde rural qui produit toutes les ressources dont on a besoin. Néanmoins, il y a de trop gros décalages dans l'accès aux opportunités économiques lorsqu'on ne s'inscrit pas nécessairement dans une carrière de production agricole, par exemple. Des inégalités dans les questions d'accès et de répartition à nouveau des richesses, d'investissement dans les infrastructures, dans les zones rurales, l'éducation, les hôpitaux, toutes les infrastructures qui font que la vie est aisée, qu'on a accès à tout, ne sont pas suffisamment réparties sur le territoire français et à l'échelle mondiale de manière générale. Au-delà de l'aspect monétaire, être pauvre, c'est aussi ne pas avoir accès à l'eau courante, l'éducation, à l'électricité. On voit beaucoup de petites choses faites, comme la construction de puits, des associations qui créent des écoles, mais on a l'impression que les chiffres ne baissent pas. Comment on peut expliquer cela? C'est exactement ce qu'on disait en début de discussion. Ce sont des initiatives qui sont importantes et qu'il faut accompagner. Néanmoins, on a besoin d'un changement systémique, c'est-à-dire de ne pas avoir des initiatives qui se multiplient les unes en parallèle des autres, mais vraiment d'avoir des décisions politiques, réglementaires qui vont changer le système. Et quand on parle, nous, notamment à Convergence, d'une économie à impact qui va passer de la marge à la norme, c'est vraiment ça, c'est d'intégrer dans ton business model, dans ta politique, dès le départ, un impact de réduction de la pauvreté, de lutte contre les exclusions, notamment économiques, dès la conception de ta politique et de ton projet. Donc, toutes ces initiatives-là pour faciliter l'accès à l'eau, à l'éducation sont importantes. Néanmoins, il faut qu'elles soient portées par un cadre réglementaire, politique, qui favorise leur déploiement et d'avoir un réel impact à l'échelle globale. On pense que l'action locale, l'action territoriale est nécessaire, mais pour un impact global, il faut que à nouveau, tous les échelons s'alignent. Quelles sont, chez Convergence, les missions effectuées pour lutter contre la pauvreté, la précarité? Alors, il y a deux volets. Donc, nous, Convergence, comme j'ai dit, on est une plateforme de dialogue et de réflexion, donc on ne va pas être des acteurs de terrain en tant que tels. Néanmoins, notre rôle, c'est justement de mettre en contact des porteurs de projets, on connaît leur importance, avec des structures qui vont pouvoir accompagner, booster leur action et déployer leur impact. Je mentionne aussi qu'on fait partie d'un groupe de solidarité internationale, une ONG humanitaire qui s'appelle Acted, qui, elle, va être vraiment le bras opérationnel en étant présente dans plus de 45 pays et va appuyer plus de 8 millions de personnes dans le monde. On pense que c'est important, ce travail de terrain, il est essentiel pour répondre aux besoins quotidiens et dans l'urgence. Nous, à Convergence, on est sur un travail de plus long terme et de fond pour accompagner ce changement systémique, justement. Est-ce que vous avez des projets ou des missions qui sont en discussion actuellement? Alors oui, pour Convergence, donc ces espaces de dialogue et d'accompagnement, on en déploie dans différents pays et même dans des contextes complexes tels que la Syrie, la Palestine, le Congo, aussi dans des économies émergentes telles que la Tunisie. Donc ça, ce sont des projets en cours. Et pour Acted, qui est l'ONG humanitaire, qui est notre organisation sœur, là, ce sont 45 pays. Donc, on va de programmes de
d'agriculture, d'autonomisation alimentaire, d'autonomisation économique aussi, donc de formation à différents métiers de l'entrepreneuriat, de réponse aussi à des situations d'urgence. Donc, c'est fait une batterie d'outils assez complémentaires selon nous pour apporter notre contribution à ces grands enjeux. Merci beaucoup Fanny d'avoir accepté notre invitation. Avec Merci plaisir. à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.